Là, c'est pas le journaliste qui parle, parce que pour le moment, je ne vais plus à la télé. On n'en parlera pas ici, parce que ce n'est pas le lieu. Mais c'est Maurice Yfergan qui va vous parler de lui. Tout a commencé, c'était en 2022, je crois, avec la pandémie du corona, où on a vécu en Israël un moment quand même incroyable, d'ailleurs pas seulement en Israël, mais dans le monde entier, où on s'est rendu compte de la valeur de l'espace public. On ne pouvait plus sortir. Il y avait des limitations, pas plus qu'1 kilomètre. Alors, est-ce que c'est 1 kilomètre de la porte de la maison ou c'est 500 mètres d'un côté, 500 mètres de l'autre? Il y a eu de grosses discussions sur ce que c'est que cet espace public. Et il y a eu de gros débats. Je sais par exemple qu'à la plage, on pouvait aller, si on habitait à moins de 500 mètres, on pouvait aller à la plage, mais on ne pouvait pas mettre le pied sur le sable. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, j'ai eu conscience que l'espace était extrêmement important dans notre façon de vivre à nous et qu'il fallait qu'on s'approprie l'espace. Comment s'approprier l'espace? C'est une question pour le moment à laquelle je n'ai pas de réponse. Le deuxième moment, ça a été... Non, excusez-moi, je me suis un peu embrouillé. C'est le premier moment. Le premier moment, c'était l'acte d'accusation, les 3 actes d'accusation contre Benjamin Netanyahu. Avec des manifestations, en tout cas à Jérusalem, autour de Balfour, les drapeaux noirs, vous connaissez, je ne vais pas vous raconter, mais qui ont posé un problème que j'exprimerai comme ça. Ce n'est pas le problème judiciaire, c'est pas il est coupable, il n'est pas coupable, c'est pas de ça que je voudrais parler. Je voudrais parler de mon entourage, ma famille, qui était... comme on dit à l'époque, aujourd'hui encore, anti-Bibi. On sortait avec le drapeau noir et Bibi, ça suffit, Bibi va-t'en, sur le fond de ces 3 actes d'accusation. Et donc, ça a mis en place cette question des limites du pouvoir. Et là, j'ai une réponse. Il faut absolument que dans ce pays, si on veut corriger la situation, il faut limiter les pouvoirs. Pas en termes de prérogatives, mais en termes de temps. C'est-à-dire qu'un Premier ministre qui est là depuis plus de 5 mandats, en tout cas pour mes enfants, ça semble insupportable, un peu lourd. Normalement, dans toutes les démocraties occidentales, les mandats sont limités à 2 et point, et on passe à quelqu'un d'autre, même si c'est du même parti, même si c'est une alternance, mais au moins, il y a une limite qui laisse aux citoyens le sentiment que ça peut finir et ça peut changer. Le troisième temps, alors je ne les ai pas donnés dans l'ordre, les 2 premiers, vous les avez remis tout seuls dans l'ordre. Le troisième temps, c'est Yom Kippour 2023. Yom Kippour 2023, j'étais place Dizengoff avec mon épouse, parce que depuis le corona, on avait pris l'habitude d'aller prier dehors pour Kippour, puisqu'on ne pouvait pas prier dans les synagogues, et j'ai trouvé ça formidable, parce que moi, je ne prie jamais à Kippour, je ne jeûne pas à Kippour, et ma femme prie et jeûne. Et pour une fois, elle m'a dit, viens avec moi, parce que c'est dehors, donc je ne vais pas encore rester seul pour Kippour. Donc on est allé 2 fois de suite, d'ailleurs, place Dizengoff, il ne s'est rien passé. Et en 2023, vous savez tous qu'est-ce qui s'est passé place Dizengoff, ça a été le chaos le plus total sur le thème « Attention, l'espace public est public, il ne peut pas être privé, il ne peut pas y avoir de division entre hommes et femmes, et on ne peut pas prier comme selon la tradition, on doit prier selon je ne sais pas quoi ». Bref, je vais vous résumer l'histoire. Au final, il y a eu une énorme bagarre, des insultes monstrueuses, et ma conclusion à moi, c'est que la haine était présente entre 2 parties de ce peuple, une haine qu'on pouvait toucher, prendre dans la main et l'examiner. Il y a eu des mots qui ont fusé. Moi, on m'a dit, mais t'es pas d'ici, rentre chez toi. Alors, je crois qu'il voulait dire que ce n'était pas du coin de Dizengoff. Je dis, moi, je suis du Keremat Emanim. Ils m'ont dit, non, t'es pas d'ici, toi, va-t'en, rentre chez toi en France. C'est-à-dire que
vous rendez compte qu'est-ce qui se passe quand on fait son alia, on vient vivre depuis plus de 40 ans dans ce pays, et quelqu'un vient dire « rentre chez toi, t'es pas d'ici ». Alors, quel est le sens du sionisme dans ces conditions? Et donc, tout ça, moi, m'a ébranlé jusqu'au 7 octobre, qui a ébranlé, là, pas seulement moi, mais tous les gens qui sont présents ici dans la salle, plus le reste des habitants d'Israël, sur le thème, finalement, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Moi, je n'ai pas besoin de commission d'enquête, ni nationale, ni paritaire, ni politique, pour savoir que finalement, le 7 octobre, on a merdé. C'est pas la peine de venir nous donner des exemples et nous montrer que les juges ont décidé qu'effectivement celui-là est plus ou moins responsable et l'autre un peu plus, et le Premier ministre, elle l'est complètement. On sait qu'on a merdé. Et pourquoi on a merdé? Mon idée, c'est que on était trop prétentieux. On avait une prétention énorme, que nous étions imbattables, insubmersibles, et qu'il pouvait se passer n'importe quoi, finalement, l'État d'Israël existerait toujours. On était là pour l'éternité. Or, ce 7 octobre, le Hamas nous a donné une excellente leçon qu'il faudrait mettre dans tous les frontons des écoles. Je veux dire, ce 7 octobre, on a tous vécu comme les Juifs en diaspora, sans police, sans armée, sans gouvernement, sans État, sans rien, des frontières complètement percées, et avec ce qu'on peut appeler un pogrom, ou je ne sais pas, il y a des gens qui n'aiment pas le mot pogrom, bref, quelque chose d'atroce, d'abominable. Et donc, on a senti pendant quelques heures que ça pouvait basculer, qu'on n'était pas éternel. Et cette sensation de précarité, il faut la garder, cette sensation de précarité, parce que si on ne reste pas sur nos gardes, ça peut arriver encore une fois. Pas besoin de commission d'enquête. La commission d'enquête, c'est pour dire Bibi est responsable, le chef d'état-major est responsable, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je comprends, c'est que le 7 octobre nous a rendu cette notion de précarité qui est pour nous mais d'une préciosité énorme, parce qu'on n'est pas éternel en tant qu'État. Voilà. Et donc, il a fallu que j'explique tout ça à mes enfants qui n'arrêtaient pas de poser des questions. Et pourquoi n'étais pas démocrate? Parce que j'étais pour la réforme de la justice, en partie, pas totale, mais au moins, je pensais que, par expérience personnelle, que cette justice en Israël, elle a énormément de problèmes. Et que oui, il faut une réforme de la justice, et je le dis encore aujourd'hui, oui, il faut une réforme de la justice. Et donc, je me suis fait traiter de dictateur, de méchant papa, tu n'es pas sympa, tu ne veux pas notre bien, blablabla, blablabla, tu veux nous conduire à la dictature. Alors moi, j'ai essayé de leur expliquer que je n'étais pas pour la dictature, mais que je suis venu m'installer en Israël il y a plusieurs décennies, pas pour vivre dans une démocratie. C'est pas ça qui m'a fait bouger. Parce que s'il fallait faire bouger les Juifs de diaspora pour venir s'installer en Israël, en leur disant venez, venez, venez vivre dans une démocratie, eh bien, on n'aurait pas beaucoup de monde ici. Moi, je suis venu parce que le thème, c'est venez vivre dans un État juif sous souveraineté juive. Et ça, c'est une chose qui est impossible d'expliquer aux gamins, aux enfants. Ils sont nés ici, ils ne comprennent pas. Ils ont grandi ici, ils ne comprennent pas. Non, mais d'accord, mais la démocratie, c'est indispensable à préserver. Et donc, je me suis dit, je vais leur expliquer qu'est-ce que c'est que cet État juif auquel je tiens énormément. Et je me suis rendu compte que j'étais incapable de leur expliquer. Incapable, je n'ai pas de réponse sur c'est quoi un État juif. Parce que tout le monde a cette formule, oui, Israël, l'État juif est démocratique, et on répète, on répète, on répète. Démocratie, je suis sûr que si je fais un sondage ici, on est tous plus ou moins d'accord sur la définition, la règle de la majorité, c'est comme ça que ça fonctionne la démocratie. S'il y en a 6 qui sont pour et 5 qui sont contre, et bien c'est les 6 qui. Par contre, un État juif, c'est un autre problème.
Alors, je suis allé me renseigner, j'ai lu des bouquins, et je suis incapable de vous dire qu'est-ce que c'est qui fait que ici c'est un État juif. Parce que, quoi? Parce que le Shabbat, les commerces sont fermés? Ben non, il y en a qui sont ouverts. Parce que c'est la cache-route, ben, à l'armée peut-être, mais encore pas partout. Bref, c'est pas clair. Alors moi, on m'a dit, mais il faut regarder dans les textes, dans la tradition juive, il y a des textes qui montrent que le judaïsme mène à la démocratie. Or, vu mon état d'inculture totale en études juives, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber en me disant ça sera pour quelqu'un d'autre. Et je me suis intéressé à trois choses. La première chose, je suis allé directement relire le discours de notre cher président Reuven Rivlin de l'époque, qui avait écrit un discours sur les tribus d'Israël, 4 tribus d'Israël. Et ce discours a fait beaucoup d'impression en Israël. C'était en 2018, si je ne me trompe pas. J'ai la date ici, je vous ai préparé un cahier avec des tas de dates et des tas de trucs. Et donc le discours de Rivlin était intéressant dans la mesure où, pour la première fois, on essayait de mettre un peu d'ordre dans la population juive avec 4 tribus. La première tribu, vous la connaissez, c'est les laïcs. La deuxième tribu, vous la connaissez, c'est les religieux juifs. La troisième tribu, c'est les orthodoxes. Et la quatrième, c'est les arabes. Alors, le texte est fabuleux, sauf qu'on se pose la question sur quoi s'est basé Rivlin pour décider qu'il y avait dans ce pays 4 tribus. Sur quoi? Quels sont ses arguments? Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche dans les archives, il se trouve que Rivlin a travaillé sur un rapport du ministère de l'Éducation nationale qui étudiait la composition des élèves dans les classes du primaire. À partir de là, il en a conclu, comme ici vous connaissez le système scolaire, c'est un système subventionné par l'État, il y a le Mamlarti, laïque, Mamlarti dati, laïque religieux, orthodoxe et Mamlarti arabe. Chacun reçoit des budgets de l'État et fonctionne de façon totalement autonome, sous contrôle de l'État. Et donc, ce discours, c'est 2015, maintenant je vois la date, ce discours était basé sur un sondage, enfin sur une étude des compositions des classes primaires en 1990. Et Rivlin a vu que dans le système Mamlarti laïque, il y avait 52% d'enfants israéliens. Dans le système Mamlarti dati, il y avait 16% d'enfants, en primaire, je parle. Orthodoxe, il y avait 9%, et arabe, 23%. Donc il était content parce qu'il s'est dit, il y a une majorité de laïcs, ce pays va rester un pays laïque, humaniste, éclairé. Le problème, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, pour obtenir des budgets pour subventionner les écoles, a fait une projection sur l'année 2018. Et cette projection sur l'année 2018 a allumé des lumières rouges chez Reuven Rivlin, parce qu'en 2018, selon le ministère, il n'y aurait plus que 38% de laïcs dans le primaire. Il y aurait 15% de religieux dans la partie, c'est-à-dire grosso modo, ça se maintient. Et la surprise pour Rivlin, c'est que le secteur orthodoxe passait de 9 à 22%. Sur le plan démographique, c'est une bombe. Et il s'est dit, attention, ce pays est en train d'aller vers une structure démographique qui va nous contraindre à changer le caractère du pays, parce que 22% d'enfants dans les classes primaires orthodoxes, ça veut dire que dans les 40 ans qui suivent, il y aura pratiquement 50%. Donc ça a allumé une lumière rouge. Le secteur arabe restait à peu près égal à lui-même, 23% en 2015, 25% en 2018. Vous voyez, ça n'évolue pas dramatiquement. Et donc il a construit son discours des 4 tribus
en nous disant il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, sans se mélanger. Ça, c'est le thème de Rivlin. Nous vivons ensemble, mais chacun dans sa tribu. En sachant qu'il y a une des tribus qui est en train de prendre des proportions énormes. Voilà, c'était ça. Ça a beaucoup plu aux Israéliens. Moi-même, d'ailleurs, ça m'avait plu. Enfin, on avait un cadre théorique pour comprendre comment on vivait. Vous comprenez bien que c'est totalement insuffisant parce que cette question de tribu israélienne, qu'est-ce que c'est qu'une tribu? C'est des gens qui vivent entre eux de leur façon totalement autonome et puis qui regardent les autres à la fin comme des ennemis parce qu'ils ne vivent pas pareil. Donc à terme, le schéma de Rivlin nous mène à une confrontation entre tribus. Alors je me suis replié sur autre chose pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait, et notamment sur les statistiques du Bureau central des statistiques israéliennes. Et là, le critère, c'est pas les enfants dans un système scolaire, le critère, c'est l'autodéfinition. Le Bureau central des statistiques pose la question aux Israéliens chaque année, quand il y a des stats, comment vous définissez-vous sur le plan religieux, laïque, traditionnel, très pratiquant, traditionnel religieux, religieux ou orthodoxe. À partir de ça, autodéfinition, on établit des statistiques. Et il s'avère qu'en 2022, le nombre de laïcs, finalement, ça n'a pas tellement changé par rapport à ce que au discours des 4 tribus de Rivlin, il y avait 45% de laïcs. Les traditionalistes pas très pratiquants sont presque 20%, les traditionalistes religieux 14%, les religieux, ceux qui ont une petite kippa brodée sur la tête, 10%, et les orthodoxes, 10% aussi. Ça marche sur l'autodéfinition. Or, vous comprenez bien que l'autodéfinition, ça veut dire tout et n'importe quoi. Parce que si je demande à quelqu'un comment tu te définis entre ces 5 grades, et quelqu'un me dit « Oh, je suis laïque ». Ok, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la voiture le Shabbat, tu regardes la télévision le Shabbat, tu vas au restaurant pas cachère, tu vas à la plage, à Kippour, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais en attendant, il se définit comme laïque. Et il peut y avoir des laïcs, finalement, qui vont à la synagogue tous les Shabbats. Mais il vit le reste du temps Mamlachti Chiloni. Donc, c'est pas très clair, mais ça donne déjà une idée de la constitution de la population israélienne, en tout cas juive israélienne, puisque là, il s'agit des juifs israéliens. Et encore une fois, c'est pas tout à fait satisfaisant pour comprendre qui on est et qui moi je suis là-dedans. Parce que mon problème, c'était de me positionner. Je suis quoi? Chiloni? Je suis laïque? Je suis religieux? Je suis traditionnaliste? Qu'est-ce que ça veut dire? Et Uri a eu cette délicatesse et cette grandeur de me conseiller de lire un bouquin pendant ces recherches-là, ce livre que j'ai amené ici, c'est mon livre de chevet que j'ai lu, qui s'appelle Yahadut Israélite. C'est un livre qui a été écrit par 2 sociologues israéliens qui s'appellent Shmuel Rosner et Camille Fuchs, et qui fait une étude de la société israélienne, juive israélienne, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on met les Arabes de côté. On ne parle que de nous, les Juifs israéliens. On ne parle pas des Arabes, ils viendront après dans une autre enquête. Mais il essaie de comprendre. Il a interviewé 7000 Israéliens avec une batterie de 300 questions pour savoir quels sont vos comportements. Là, on ne demande pas, dans ce livre, Camille Fuchs ne demande pas aux Israéliens qui vous êtes, comment vous vous définissez. Non, il leur demande des choses très simples. Vous faites Shabbat, vous faites le Kiddush le Shabbat, vous prenez votre voiture le Shabbat, vous faites Purim, qu'est-ce que vous faites à Purim, qu'est-ce que vous faites à Pessah, vous mangez des matzot, vous ne mangez pas de matzot. Toutes ces questions-là qui définissent un comportement, un système de comportement. Et là, on rentre dans quelque chose de très concret. Très concret parce qu'il ne s'agit pas maintenant de dire « oui, il pense qu'il est comme ci » ou « je pense que moi, je suis plus proche
des traditionalistes, et lui, il est moins proche, il est pas croyant, il est athée, il est chiloni. Là, on parle de comportement, essentiellement. Et cette cartographie des comportements de la population israélienne de Rosner et Fox, elle est extraordinaire. Parce que quand on possède 7000 personnes sur 300 questions, et 300 questions, c'est avec 5 critères dans chaque question, vous imaginez la richesse de ce qu'on peut obtenir sur le plan sociologique, de comportement. Alors, je vais aller au plus simple parce que je ne vais pas parler trop longtemps. Il y a 8 questions essentielles qui ont servi à ces deux sociologues à créer une cartographie de la société israélienne. Ils ont posé la question, est-ce qu'un juif doit servir à Tsahal? Oui, non. C'est du comportement. Est-ce que vous sortez votre drapeau pour Yom Ha'atzmaut? Oui, non. Est-ce que vous tenez droit et vous arrêtez toute activité pour la sirène de Yom HaZikaron? Encore une fois, c'est binaire. Oui, non. Est-ce que, selon vous, Israël est l'État de tous ses citoyens, c'est-à-dire tout le monde a les mêmes droits, juifs, arabes, chrétiens? Oui, non. Est-ce que vous faites le Kiddush le Shabbat? La question est d'une simplicité monumentale. Est-ce que vous respectez les traditions et les coutumes? Est-ce que vous marquez le nouvel an civil? Et est-ce que vous voulez avoir un enterrement civil? Voilà. C'est les 8 questions sur lesquelles ils se sont basés. Il y en a 300, hein, mais pour dresser une cartographie de la société israélienne en termes de comportement. Alors, les 2 premières questions, Tsahal et Yom Ha'atzmaut, ce sont des questions qu'ils appellent de comportement patriotique. Eux, ils disent ça léoumi, nationaliste. Moi, je préfère patriotique. Patriotique, c'est mieux. Patriotique positif, c'est-à-dire je sers à Tsahal et je sors mon drapeau parce que je suis patriote. Et il y a les 2 questions qui suivent, ce sont des questions de patriote négatif. Je ne suis pas très patriote, très nationaliste, parce que je ne me tiens pas debout lors de la sirène de Yom HaZikaron, et je pense que tout le monde est pareil dans ce pays. Donc ils appellent ça patriote moins. Les 2 questions suivantes, le Kiddush, le Shabbat et la tradition et coutume, respect, ça s'appelle tradition plus, et le nouvel an civil et l'enterrement civil, ça s'appelle tradition moins. À partir de ça, on a tout mis dans l'ordinateur et on a tracé une cartographie de la population juive israélienne. Et je dis bien juive israélienne. La cartographie, elle est stupéfiante. Stupéfiante parce que là, n'importe qui regarde cette carte, il peut se positionner et dire « Ah, mais moi je suis là. Ah, mais moi je suis là. » Et donc donner des réponses à ses enfants. dans qui je suis. Je vais tracer la carte avec deux axes. Traditionnaliste plus, c'est en haut. Traditionnaliste moins, c'est en bas. Je respecte les traditions, je respecte moins ou pas du tout les traditions. Patriote moins, je ne suis pas très patriote, je n'ai pas mon petit drapeau, blablabla, et blablabla, ou je suis très patriote, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ils ont défini 4 populations israéliennes, 4 secteurs de la population israélienne. Le premier secteur, il est là, entre pas très patriote et très traditionnaliste, ils appellent ça les Juifs. Ils représentent 17% de la population. Les Juifs, je vous le dis tout de suite, c'est Juifs orthodoxes. 17% de la population, c'est une population effectivement qui n'est pas, du point de vue sioniste, très patriote. On n'en voit pas les enfants à l'armée. Le débat aujourd'hui est là, est présent. Est-ce qu'il doit y avoir une conscription pour ces Juifs-là? Mais en attendant, ils représentent quand même 17% de la population.
la deuxième population, qu'on appelle, eux, ils appellent ça les universalistes, entre nous, on peut dire les chilonymes, ceux qui ne veulent pas d'un enterrement religieux, et surtout un enterrement civil, et ceux qui disent « moi je fête le Nouvel An », 15% de la population. Ça veut dire que les chilonymes, au sens propre du terme, dans ce pays, sont une minorité. L'idée dans laquelle on a vécu, nous, en Israël, quand on est venu, que c'était un État laïque, universaliste, démocratique, et qui crée un nouvel homme juif, débarrassé des oripeaux de la tradition en diaspora et de tout ce qu'on traînait avec nous, et les vieux grimoires dont parlaient Lévinas et compagnie, tout ça, c'est fini, c'était fini. On nous racontait qu'ici... Une objection, Oui. c'est que les patriotes qui sont pas traditionnalistes, ce sont eux les laïcs. Ils font partie des laïcs et ils représentent. Oui, mais ce que je veux dire, tu dans peux pas. L'image du nouveau juif sioniste israélien, c'était un juif débarrassé des mitzvot, des traditions. Bon, d'accord, c'est ton interprétation, ça va continuer. 15% de la population, une minorité. Il y a une population qu'on appelle les Israéliens, qui eux sont très patriotes, mais assez éloignés des traditions. Alors, je me suis longuement posé la question, mais qui ça peut bien être ces gens-là? Est-ce que c'est moi? Non, parce que moi, je vous raconterai après, quand j'arriverai au 4e secteur, je respecte quelques traditions. Patriotes, oui, ils sont très patriotes, mais la société israélienne a du mal à les gérer, à les encadrer, à les intégrer. En gros, ça peut être, à mon avis, les Juifs provenant d'Union soviétique. Oh là là, non. C'est les kibbutzim, c'est les moshavim, c'est... bon, enfin, pas grave. Ça peut être des Juifs provenant d'Union soviétique qui sont extrêmement patriotes et très peu branchés sur les traditions. Et effectivement, ça peut être aussi des gens de moshav, de kibbutz, mais il faut essayer de comprendre qui ils sont. Je veux dire, ils ne sont pas dans la tradition, ils sont dans le patriotisme, ils sont dans le sionisme, tout simplement. Oui. C'est ceux qui manifestent, c'est les 200 000, 500 000 qui manifestent. Je suis pas sûr. On va y venir tout à l'heure. Et la 4e population, que nos 2 amis sociologues ont appelé des Juifs israéliens. Donne les chiffres. Le chiffre. Oui, après. 4e population, les Israéliens, 15%. Les universalistes, 15%. Et les Juifs orthodoxes, 17%. Et maintenant, il y a les Juifs israéliens. Les patriotes, c'était combien? Il n'y a pas de patriotes. Non, ce que tu as dit, patriotes non traditionnalistes. Israéliens. Israéliens, 15%. ouais. 15%. Et les Juifs israéliens, 55% de la population, c'est le parti auquel j'appartiens. C'est-à-dire, ce sont des gens qui font le kidouche, sans y croire. Ils ne savent pas s'ils croient en Dieu, pas en Dieu. Ce n'est pas leur problème, ils n'ont pas un problème de transcendance, mais ils pratiquent. Ils mettent le drapeau, ils sont patriotes. Si je vous dis la liste des choses qu'ils font, vous allez devenir fou. Moi, j'ai cette liste, je n'arrive même pas à la comprendre. Je vais vous donner des chiffres, vous allez voir. Rosh Hashanah, pomme et miel. Ceux qui prennent de la pomme et du miel à Rosh Hashanah, ça représente 80% des Israéliens. Vous imaginez? 80% des Israéliens à Rosh Hashanah, ils font une bracha sur de la pomme et du miel. C'est bon. 66% font leur examen de conscience, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la gastronomie là. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que j'ai bien agi, est-ce que j'étais bien pour mon voisin? Kippour, un jeûne de 24 heures, et ce n'est pas un jeûne de 2 heures qu'ils ont. 25 heures d'ailleurs. C'est 25 heures. Ouais, d'accord, mais un jeûne d'une journée. Combien d'Israéliens
font un jeûne toute la journée, du soir au soir. Non. 67%. 67%. Les bougies de Hanouka, Oh, là, c'est ça. beaucoup plus, par exemple, 73% allument tous les soirs des bougies de Hanouka. Tout Bishvat, manger des fruits, 78%. Pessah, Kacher, 68% des Israéliens. On n'a pas le choix. Parce qu'avant, tu trouvais du pain, maintenant, il faut l'acheter à la banque. C'est Ah, tu mets la pita dans le frigo. Et tenez-vous bien, l'afficomane, la soirée de Pessah avec le coup de l'afficomane et tout, c'est quand même 76% des Israéliens qui font un stomp un seder. Et j'en passe, et j'en passe. J'aime bien celui-là parce que c'est celui-là qui me concerne. Le Kiddush de Shabbat, 62% des Israéliens font le Kiddush de Shabbat. Et un repas de famille, 82%. Et bien ça, moi, c'est ça que je suis, c'est ça que j'appelle les traditionnalistes, et c'est ça qui se décrit en termes de comportement. Et ce groupe-là, de 55%, c'est-à-dire la majorité de la population juive israélienne, finalement un comportement de juif. Et donc j'arrive à maintenant expliquer à mes enfants qu'est-ce que c'est qu'un État juif. Un État juif, c'est un État dans lequel les juifs se comportent comme des juifs, et pas comme des goïs. C'est ça, un État juif. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les lois. C'est pas la peine d'aller légiférer que c'est le kidouche est obligatoire, celui qui ne fait pas le kidouche, il aura une contredanse machin, ou celui qui n'a pas mis le drapeau. Non, il y a des comportements propres à une population, et ces comportements-là font que l'État est juif. Pas par décision de la Cour suprême ou de la Knesset, par décision tout simplement par le comportement des gens. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc moi je dis que ce plus gros parti-là, il est juif. Il ne veut pas être un parti parce qu'il n'a pas de réseau scolaire institutionnalisé, budgétisé, financé par l'État. Jamais ça a été une revendication. Jamais aucun traditionnaliste n'est venu en disant non, 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 attendez, nous, il nous faut un réseau scolaire. Non, il n'y a pas. Jamais ils ont demandé des budgets pour les synagogues, pour les fêtes. Ce n'est pas le point. Le point, il est ailleurs. Le point, il est ailleurs. Le point d'un traditionnaliste tel que je suis, c'est de chercher en permanence le compromis. Le compromis entre une société moderne et une société traditionnaliste. Comment on peut vivre dans cette société en faisant des compromis. Exemple, quand notre fille était à l'école, on l'avait mis dans une école Mamlarti Dati, sous prétexte que nous on n'y connaissait rien, qu'il valait mieux qu'elle aille là-bas, comme ça elle aurait au moins appris un minimum de judaïsme et que nous on était incapables de le transmettre puisqu'on ne sait même pas l'hébreu, on ne comprenait rien. Et donc, en Kitapet, il me semble, je ne sais plus, bête, l'email, la Mora, la maîtresse, tous les dimanches matins, demandait aux enfants qu'est-ce que vous avez fait Shabbat. Normal, c'est une école religieuse. Et donc, les enfants, on a été à la synagogue, on a raconté des histoires de Shabbat, on a été manger chez les grands-parents, on a fait le kidouche, on a été se promener vers le kotel en baby, je ne sais pas, des histoires de Shabbat. Et il y a une petite fille qui a dit, nous on est allés à la plage. Scandale dans la classe, total. Les enfants disent, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Mais t'as pris la voiture, c'est pas possible, c'était à Jérusalem. Et la petite fille en pleurs, disant, mais non, on a été à la plage, c'est pas un... Et la prof lui
explique que c'est pas grave, mais qu'il faut comprendre la réaction de ses camarades, parce que c'est une école religieuse et ils s'attendent à un type de comportement, pas à un autre. Mais bon, c'est comme ça, et c'est comme ça, et si tu as été à la plage, eh ben, c'était pas bien, mais... Et la petite fille a répondu à la Mora, oui, mais Mora, quand on est monté dans la voiture, on a fait la tfilata derrière. Ça, c'est 55% de la population de ce pays. C'est-à-dire qu'il y a une relation à la tradition, à un comportement qui est un comportement juif, sans être nécessairement un comportement religieux. Et je pense que c'est l'avenir de ce pays. C'est l'avenir de ce pays. Pourquoi c'est l'avenir de ce pays? Parce que dans le cadre de ce que j'ai essayé de comprendre de cette société israélienne et tout, je me suis beaucoup intéressé à la rédaction de la déclaration d'indépendance. Et la rédaction de cette déclaration d'indépendance, ça prend beaucoup de temps. C'est passé de main en main jusqu'à ce que ça arrive à Ben Gurion. Mais disons qu'il y a eu la Histadrut, il y a eu des académiciens, il y a eu même des constitutionnalistes américains qui sont intervenus. Chacun a rajouté sa petite phrase et son machin pour arriver à une déclaration d'indépendance. C'était en avril 1948. Et il y a un gars qui s'appelait Chazar, qui a été le futur premier ministre de la justice en Israël, qui a pris le dernier brouillon et il a enlevé tout ce que la Histadrut avait marqué, c'est-à-dire droit de grève, liberté de l'information, liberté de circulation, blablabla, blablabla, tout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui démocratique, quoi. Les droits des travailleurs et les droits de... Il a tout rayé. Et il a enlevé tout ce qui concernait la démocratie, et même compris le mot démocratie. Dans cette déclaration d'indépendance, on ne trouve pas le mot démocratie. Alors bien sûr, il y a des termes, des phrases qui parlent d'un comportement démocratique. Vivre dans le respect des autres, une égalité sans distinction de race, de religion. Et Ben Gurion a rajouté de sa main de sexe en 1948. Déjà, vous avez compris. Donc il y a des éléments, mais ce n'est pas explicite. Démocratie explicite. Par contre, Ben Gurion a demandé à Chazar de rajouter cette petite phrase. L'État d'Israël sera créé. Non, l'État juif sera créé en terre d'Israël et portera le nom de État d'Israël dans le respect des traditions de nos pères. C'est-à-dire qu'il a fait une référence explicite à la tradition pour le fonctionnement de l'État. Par contre, il a enlevé tout ce qui est démocratique. Et donc, le lendemain, il a lu ce texte, qui est le texte fondateur de l'État d'Israël. Et dans les études qui ont été faites sur la création de cette Megillat Ha'atzmaut, il y a un passage d'un historien qui raconte qu'il y a un journaliste qui un jour a téléphoné à Ben Gurion pour lui demander une interview. C'était 5 ans après, je crois, 4 ans après. Et la première question qu'il lui a posée, il lui a dit: mais monsieur Ben Gurion, monsieur le premier ministre, pourquoi avoir enlevé toute référence à la démocratie dans la déclaration d'indépendance? Et Ben Gurion avait eu cette phrase lapidaire, mais tellement pleine de sens, que pour moi c'est une révélation. Il a répondu: parce que cet État sera démocratique parce que juif, et pas juif parce que démocratique. Entendez que ce n'est pas une majorité qui va décider qu'ici ça sera juif ou ça ne sera pas juif, qu'on mangera cachère ou on ne mangera pas cachère. Ça ne fonctionne pas par la règle de la majorité. Ce n'est pas comme ça qu'on définit un État juif. Par contre, en
en mettant en place des concepts et des principes tirés de la tradition des pères, et là je suis nul, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'y connais pas grand-chose, mais si je vous renvoie au livre de l'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barak, qui a écrit un livre, Medinat Israël, Medinat Yehudim, où il explique comment dans le droit israélien, il y a du droit juif, et comment ce droit juif a un rapport avec les droits de l'homme et avec la démocratie. Et comment on l'applique pour que ça reste, malgré tout, ici aussi, un État démocratique. Sur la base de principes juifs. Aimez-vous aimez votre prochain comme vous-même. Mais ce qui compte, en fait, pour moi, c'est le comportement des gens. Quand les gens se comportent comme des juifs, c'est un État juif. S'ils ne se comportent pas comme des juifs, j'ai des doutes sur l'avenir de ce pays en tant qu'État juif et démocratique. Voilà, moi, ce que j'avais à vous dire. C'est un secteur, 55% de la population, je répète. Oui, je vais y aller. Dans ce secteur, Attends, je veux l'arrêter les chiffres nous montrent et le que ce n'est reprendre. pas